bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Voici notre sommaire. Les flocons d'avoine seront scrutés par notre rédaction cette semaine. Ensuite, au boulot avec les team building, les activités de cohésion d'équipe, c'est bien, mais encore faut-il pérenniser leurs effets. Comment? Eh bien, on en parle. Ensuite, Rizlan Shraibi, vous la connaissez en tant que psychothérapeute. Elle a d'ailleurs participé à de nombreux épisodes dont se dit tout. Aujourd'hui, c'est la romancière qui est avec nous et elle est notre femme inspirante de cette semaine. Pour finir, nous aborderons un mal féminin handicapant, l'endométriose. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rejoins tout de suite mes invités et on démarre l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On se dit tout. Je vous présente tout de suite mes invités. Eh bien, on commence par vous, Rizlan Shraibi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, on vous connaît en tant que psychothérapeute. Vous avez participé à plusieurs numéros d'On se dit tout. Mais aujourd'hui, vous venez de sortir votre deuxième roman. Ça s'appelle L'étreinte des chenilles. Vous êtes notre femme inspirante de la semaine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Mona Sbahi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup d'être là. On va parler de team building avec vous. Vous êtes une experte de la question. Vous êtes coach et consultante RH. Et à vos côtés, un gynécologue réputé, Dr Amin Bititi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous vous avoir. Vous êtes gynécologue spécialiste en infertilité et endométriose. Et le point avec vous aujourd'hui sur cette maladie justement et surtout le quotidien avec l'endométriose. Merci beaucoup à tous pour votre confiance et d'être là pour nos téléspectateurs. On commence par notre aliment de la semaine. Le samedi, c'est ça. Et aujourd'hui, la rédaction a choisi pour vous les bienfaits de l'avoine. On regarde. L'avoine est une céréale que l'on a souvent tendance à oublier. Peut-être est-elle moins célèbre que son frère le blé et moins tendance que son cousin le quinoa. Pourtant, ses vertus ne sont plus à compter tant elle est riche en fibres, en vitamines et en minéraux. C'est un grain qui est concassé, pressé, puis pré-cuit avant d'être sous la forme de flocons que nous connaissons à la consommation. Constitués en grande partie de fibres dites insolubles, les flocons d'avoine ont une action bénéfique sur le transit intestinal. 100 g de flocons contiennent plus de 10 g de fibres, exceptionnelles pour un aliment. Lentement absorbée par l'organisme, cette céréale est réputée pour favoriser la satiété et limiter le grignotage. Elle est d'ailleurs conseillée aux personnes qui suivent un régime amincissant. Riche en vitamine E, la céréale entre dans la composition de nombreux produits de beauté. L'avoine possède en effet des pouvoirs antioxydants qui agissent directement sur les cellules de l'épiderme. Idéal pour les sportifs ou les végétariens, il est conseillé de consommer cet aliment plutôt en début de journée pour profiter au maximum de tous ses bienfaits nutritionnels. Il existe de nombreuses recettes avec les flocons d'avoine, souvent simples et savoureuses. L'avoine trouve donc sa place dans des smoothies, des galettes, des porridge ou autres préparations pâtissières et surtout dans le muesli dont elle est l'actrice principale. Vous l'avez compris, l'avoine est bien la star de toutes vos recettes originales. Alors l'avoine justement, est-ce que tout le monde est d'accord autour de la table? Tout le monde est connaisseur de l'avoine? Docteur Bititi? Ah non. Pourquoi pas? Non? Ah non, je suis pas très cuisine malheureusement. Pas très cuisine malheureusement. Non. Alors Mouna, avoine? J'aime bien avec des fruits secs, du lait, j'adore. Oui, Pas plus que ça. En porridge? Oui. C'est ça. Rizlan? Je suis plus pour une nutrition spirituelle, on va dire. Voilà, je m'y connais moins en avoine. Oui, mais on en apprend des choses quand même avec. Avec vous, on en apprend toujours. Toujours avec On se dit tout. Merci pour la pub. Alors, au boulot, on y va, on démarre tout de suite, sans plus tarder. Mona Sbahi, merci beaucoup d'être là. Alors, vous êtes coach et vous êtes consultante RH et vous êtes une spécialiste des team building. On en parle avec vous. La cohésion d'équipe, c'est très important. C'est bien. Les activités, c'est bien. Mais encore faut-il avoir un objectif derrière. C'est ce que nous allons développer avec vous dans un petit moment. Juste avant, on regarde le témoignage de deux personnes qui ont
participer à des team building et on revient pour en parler avec vous. À tout de suite. Les team building durent parfois une journée, parfois un week-end ou juste une après-midi. Mais l'avantage, c'est que tout ce qu'on a vécu peut durer dans le temps. Et en fait, ça casse certaines fractures au niveau de la relation entre les différentes entités ou dans l'équipe. Et vraiment, il y a une cohésion qui se fait entre l'équipe et c'est ça l'avantage des team building, à mon sens. Un team building, comme son nom l'indique, c'est team et building. Team, c'est l'équipe. Building, c'est la construction. Et donc, c'est la construction d'équipe. Qui dit construction d'équipe, dit cohésion d'équipe, dit renforcement des liens entre les membres de l'équipe et renforcement des liens entre l'équipe et l'entreprise. Quand une entreprise décide d'organiser un team building, c'est souvent suite à une problématique en interne liée au facteur humain. Donc, on est amené à déterminer un objectif qui est décliné en thématique et en concept. Ce même concept décliné et personnalisé sur toutes les étapes de la production et de l'organisation de cet événement. C'est-à-dire depuis l'envoi de l'invitation jusqu'à l'envoi du dernier email de remerciement aux participants, en passant par les activités support et elles peuvent être sous forme d'activités sportives, d'activités artistiques, d'activités ludiques, cérébrales, de coaching d'équipe, etc. D'ailleurs, nous faisons souvent appel à des coachs, à des experts en la matière pour déterminer avec nous la meilleure activité qui répondra à notre besoin. Il n'existe pas de type de team building. Le team building en lui-même est un concept. Et qui dit concept dit créativité, et la créativité n'a pas de limite. Mais avec un retour d'expérience, je pourrais dire que les bienfaits d'un team building se ressentent à long terme. Et ce n'est pas des choses qui sont éphémères. Et en fait, l'avantage qu'on a, c'est vraiment cette cohésion entre les différentes équipes et cette proximité des différentes équipes que parfois, dans la nature d'un certain travail, on n'a pas l'occasion de la vivre. Et pour l'anecdote, l'un des team building qui m'a vraiment marqué, c'était celui où il y avait le DG d'entreprise qui était vraiment une personne inaccessible à mon niveau et c'était lui qui a ouvert le bal de danse. Et donc, et d'une façon à danser, je trouvais ça magnifique. Je me suis dit, si lui le fait, pourquoi pas nous? Alors lâchons-nous et amusons-nous et soyons tous amis. Alors justement, Mounas Bahi, est-ce que le team building fait sauter les verrous des rapports hiérarchiques? S'il est bien géré et si c'est ça l'objectif de ce team building. Les deux intervenants, ils ont parlé de quelque chose de très important. Il y a toujours un objectif derrière. C'est pas ça la réalité du marché, assez souvent. C'est-à-dire, on peut bien inviter les gens, on a envie qu'ils s'amusent. Et des fois, même la personne qui vous sollicite pour animer ce team building n'a pas d'objectif clair. Il a juste envie que les gens se décontractent un peu, peut-être avoir un contact, etc. Alors que le team building, comme a dit la dame, c'est un concept qui est là pour la gestion des ressources humaines, pour accompagner la gestion des ressources humaines, pour créer des liens, construire une équipe. Et on le sait aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Une entreprise où les membres de cette entreprise ne travaillent pas en collaboration, où il n'y a pas une cohésion, où il n'y a pas une fluidité dans la communication, dans l'échange de l'information et dans la collaboration, tôt ou tard, il y aura des problèmes. Donc, en fait, il faut que le team building soit justifié. Absolument, absolument. Mais ce n'est pas ce que vous constatez sur le terrain. Pas assez souvent. Vous savez, par exemple, il y a des feedbacks après les team building et les gens, ils vous disent « On s'est bien amusé, on a joué ». Et on a joué. Non, le team building, ce n'est pas que pour jouer. C'est vrai, les activités sont ludiques, c'est du jeu, mais ce n'est pas pour jouer. On joue, mais pour un objectif entrepreneurial, un objectif lié à l'entreprise, à la performance, à la cohésion d'équipe. Et ça, c'est le rôle, je pense, des deux, aussi bien de la personne qui sollicite le cabinet ou le coach pour animer le team building, mais aussi de cet animateur-là. Donc même les activités doivent être justifiées, bien choisies, absolument, en relation avec un objectif particulier. Absolument. Vous avez le même exercice, le même jeu, il peut être lié via les conclusions, via l'animation, via le déroulement à un objectif bien précis. Le même exercice, si je le déroule sur 1 heure, n'est pas la même chose si je le déroule sur 30 minutes, sur 10 minutes. Si je le déroule dans de petits groupes, ce n'est pas la même chose si je le déroule dans un groupe plus intéressant. Donc, et aussi veiller à avoir plusieurs catégories dans ce même groupe, dans ce même jeu. Donc en fait, pardon de vous interrompre, ça c'est, on va dire, d'abord c'est ce qui va contribuer à en retirer de bons fruits et à pouvoir justement maximiser les effets d'un team building. S'il est bien construit, ça c'est la première chose. Et
Et comme je vous ai dit, il y a deux pôles dans ce bon déroulement de team building. C'est la personne qui sollicite et la personne qui anime. C'est très important. Parce que je parlais tout à l'heure de jouer pour jouer. Non. Et c'est le rôle de l'animateur, c'est-à-dire après chaque exercice, il va le relier aux objectifs de ce team building, aux objectifs de l'entreprise. On peut solliciter un team building, on peut le prévoir dans le cadre du lancement d'un nouveau projet. On a envie d'informer les gens, de les faire impliquer, d'avoir un taux d'engagement élevé. Et donc, on va animer un certain nombre de jeux, faire participer tout le monde, etc. Et à chaque fin de chaque exercice, on le relie à ce lancement de projet. Si on est incapable de le faire, c'est sûr, on va se terminer la journée, on s'est bien éclaté, on s'est amusé, il y avait mon DG, il y avait le directeur, le DAF, etc. Oh, vraiment, on s'est éclaté, il est sympa, etc. Le lendemain, je rentre au bureau et puis c'est tout. Donc l'objectif initial n'a pas été atteint. On n'est pas là que pour s'amuser. S'amuser fait partie de l'objectif. En fait, c'est un ingrédient du team building, mais ce n'est pas... Ce que je remarque assez souvent, c'est que ça devient le but ultime. C'est ça, il n'y a pas de stratégie derrière la construction des team building. C'est ce que vous constatez? Absolument, assez souvent. Et c'est l'entreprise qui est perdante dans ce cas-là et les gens qui y participent. Parce que, ah oui, on s'est éclaté, on a joué avec des sacs, on a sauté, on a fait très bien. Et quoi? Ben, c'était ça. Alors, c'est quoi l'idée? Est-ce qu'il faut mesurer? Est-ce qu'on peut mesurer ensuite, après un team building? Bien sûr, si on a bien défini des moyens pour mesurer? Si on a bien défini... premièrement, le team building, généralement, on ne le fait pas tout le temps, on ne le fait pas chaque mois. Ça peut être 2 fois par an, maximum. Maintenant, pour ne pas tomber dans l'effet du one-shot, c'est-à-dire on le fait une fois et puis on s'oublie dans le quotidien de l'entreprise, etc. Et puis on se rappelle un jour qu'on avait fait un team building ou qu'on aura un team building bientôt, ainsi de suite. Pour ne pas tomber dans cela, l'objectif doit être clair, bien défini. Et après le team building, on fera un petit résumé de petites conclusions. On remercie tout le monde pour la collaboration. On peut même revenir sur certains éléments clés, sur certaines expériences qui étaient marquantes émotionnellement, ainsi de suite. Et envoyer un mail à tout le monde, afficher en entreprise des photos qui vont créer une sorte d'ancrage avec les objectifs atteints de ce team building pour s'en rappeler pendant cette période où on attendant le suivant. Donc, et être tout le temps dans cette dynamique. En fait, c'est le rôle du manager, bien sûr, qui est censé assister au team building, parce que assez souvent, des fois, on peut trouver aussi des team building où le manager ne va pas assister. C'est juste pour les collaborateurs. Alors que, comme son nom l'indique, c'est la construction d'une équipe. Une équipe, c'est tous les éléments, le chef, les collaborateurs, et c'est aussi pour un petit peu changer cette idée d'hiérarchie, de subordination, ainsi de suite. Donc, pour garder les faits, il faut créer un ancrage. Il faut revenir sur des éléments clés. Peut-être le rappeler, par exemple, si aujourd'hui je fais le team building, dans 3 jours, généralement on le fait le week-end. Le lundi, j'envoie les petites conclusions, revenir sur les expériences clés, etc. Et puis dans 3 mois, 2 mois, je peux dire, vu les conclusions, etc., faire toujours des rappels par rapport à ce team building. Sinon, il va être oublié. Ça va être vraiment du one-shot. Absolument. Que l'on oublie après. Alors, je vous demande, Dr Bititi, une clinique, un hôpital, c'est aussi un petit peu une entreprise. Est-ce qu'il y a des team building entre médecins? Ben, malheureusement, non. Mais vous me donnez des idées, là. Non, mais c'est vrai. Par contre, il faut recruter des coachs, parce que nous, on ne sait pas faire. Oui. Et, chacun son métier. Chacun son métier. Moi, personnellement, j'en ai besoin dans mon équipe en tant que gynécologue. Nous, on exerce un métier qui s'exerçait dans les pays nordiques ou des États-Unis dans les années 70. C'est-à-dire chacun pour soi. On travaille, ta patiente, elle ne te connaît que toi. Or que maintenant, c'est plus le cas, ça ne devrait plus être comme ça. Donc du coup, le médecin finit par faire des dérives pour des raisons personnelles. La patiente, ça l'arrange, elle ne veut pas voir quelqu'un d'autre. Or que le travail, maintenant, le futur, c'est le travail d'équipe. Donc moi, je ne suis pas là, je ne peux pas me réveiller toutes les nuits pour une dame qui t'appelle. Donc s'il n'y a pas moi, il y a quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Mais ça devrait l'être. On n'a pas de plateau de consultation, mais dans l'avenir, les cliniques se construisent comme ça. Comme des entreprises. Comme des entreprises où tu consultes sur place, t'accouches, t'opères sur place. Et puis l'avenir, il est ce genre d'activité serait les bienvenus. Pourrait vraiment nous rendre service. Nous, vous médecins, aider comme la simulation, on a pris ça de chez les pilotes. On fait plus maintenant, on n'apprend plus les gestes sur les malades, on fait tout sur mannequin. Et après, on s'exerce sur la patiente après avoir fait 30 interventions sur simulation. Et puis maintenant, pour la cohésion et le travail en équipe, il faut qu'on passe par ce type de réunion, de team building. Absolument. Rizlan, je vous pose la question aussi parce que
Vous êtes notre femme inspirante de la semaine, vous êtes romancière, mais vous êtes aussi psychothérapeute et vous avez lancé l'Institut de psychothérapie intégrative relationnelle à Casablanca. Tout à fait. C'est une petite entreprise aussi. Donc ce type d'activités sont les bienvenus chez vous ? Complètement. On intervient, soit nos finissants interviennent en entreprise. C'est un angle un petit peu différent que celui du coaching, puisque au lieu d'aller dans un espèce de foisonnement en hauteur ludique, on va dire, par rapport au concept du team building, on y va beaucoup plus en profondeur. On est dans on vise au laser des points clés qui vont faire que l'équipe va être dans une articulation harmonieuse et pour permettre aux managers de mener tout le monde à bon port. Il y a le team building aussi pour réparer et il y a le team building en amont pour pouvoir prévenir un changement. Et puis il y a le team building d'entretien, j'allais dire. Vraiment une belle routine humaniste et relationnelle. C'est bien aussi d'entretien. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est quoi? C'est tous les 3 mois, Non, ça serait une fois par an. Fois par an, oui. Ça serait ça, c'est ce qui serait intéressant. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs, comme d'habitude. On y va pour la première question. Je suis chef d'entreprise. J'ai peur que participer au team building avec mes employés sape mon autorité. C'est Monsieur Rachid, qui a 53 ans, qui vous pose cette question. Je pense que Monsieur Rachid devrait travailler sur son autorité en dehors du team building et sur être bien avec lui-même, parce que avoir du contact avec les gens ne va pas saper votre autorité. C'est votre autorité, il est intrinsèque. Elle est là par votre présence, par vos qualités, par vos compétences. Ce n'est pas le cas isolé de M. Rachid. Il y a plein de managers, surtout ceux d'un certain âge, qui croient que la distance va créer l'autorité, va la maintenir, et de ce fait, les gens vont travailler mieux avec lui ou avec elle. Alors que c'est tout à fait le contraire, surtout avec la génération Z, la génération Y, et les gens qui ont besoin de plus de proximité, de valorisation, de sens dans leur travail pour donner plus. Alors, on y va pour un autre monsieur, 42 ans, la Albi, qui nous dit « Une activité qui ne dure qu'une journée peut-elle réellement apaiser des relations conflictuelles entre collègues ?» À long terme, non. Mais ça peut quand même décortiquer, ça peut quand même aider à avoir à enclencher quelque chose. À enclencher quelque chose, à avoir de l'effet immédiat, mais comme je le dis, je le répète, je suis contre le one-shot. Avoir un événement, une journée, même 2, et dire que c'est cet événement-là qui va gérer toutes les problématiques de l'entreprise ou gérer les conflits en entreprise, non. S'il est bien étudié, s'il y a une préparation à ce team building et un suivi après le team building, ça peut donner des résultats magnifiques. Alors un bon team building devrait durer combien de temps? Parce que c'est vrai qu'une journée ne peut pas aider à résoudre beaucoup de problématiques. Ça dépend, mais généralement, ça ne dépasse pas 2 jours. Plus que ça sera du gâchis, honnêtement. Une demi-journée, ce n'est pas suffisant. Parce que justement, s'il y a des problèmes entre les équipes, il faut d'abord un moment pour désamorcer le conflit, et ensuite on construit, donc il faut du temps. Madame Chaibi a dit a dit une chose super intéressante. Elle a dit aller en profondeur. Ce genre de problème devrait être étudié en amont et commencer le travail en entreprise, et le team building le prévoir en un moment pour pour un petit peu accélérer le processus. Mais dire que j'ai des conflits, je prévois un team building, non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. En tout cas, si vous prévoyez un team building dans les jours à venir, j'espère qu'on vous a aidé un petit peu à construire votre stratégie. C'est important d'en avoir une et d'avoir un objectif. Mouna Sbahi, merci beaucoup. Merci. On reste ensemble pour continuer l'émission. On va vous embêter de temps en temps par rapport aux autres sujets. Vous êtes coach et consultante RH et spécialiste des team building. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un petit moment. On retrouve Rizlan Shraibi, notre femme inspirante de la semaine, juste après une courte pause de publicité. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. Dans 11 dit-on, on reprend notre émission, on reprend nos sujets. Nous avons parlé de team building, comment construire une vraie stratégie pour avoir des activités bien construites et avec un véritable objectif. Eh bien, nous en avons parlé il y a quelques instants avec vous, Mouna Sbahi. On retrouvera Dr Amine Bititi pour parler d'endométriose en fin de rendez-vous. Et pour l'heure, eh bien, elle est là, notre femme inspirante. Rizlan Shraibi.
Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Vous ne nous avez pas vraiment rendu visite l'année dernière. Vous êtes venu une seule fois à un épisode d'On se dit tout. La saison d'avant, on s'est vu un peu plus souvent. Mais là, on ne vous reçoit pas parce que vous êtes psychothérapeute, mais parce que vous venez de sortir votre deuxième roman. Ça s'appelle L'étreinte des chenilles. Merci beaucoup à la romancière que vous êtes d'être avec nous. Alors, romancière, artiste plasticienne, psychothérapeute, beaucoup de casquettes. Mais on a un bon petit reportage pour bien vous cerner. On regarde. Je suis Rizdan Shraibi, je suis psychothérapeute, peintre et écrivain. Et après le bac, en fait, je suis allée au Canada. C'est là-bas que j'ai fait mes études universitaires et que j'ai commencé à me former à la psychothérapie, en art-thérapie d'abord. Je suis rentrée au Maroc il y a 8 ans, où j'ai ouvert mon cabinet de psychothérapie. Et il y a 5 ans maintenant, j'ai ouvert une formation française délocalisée au Maroc à travers l'Institut marocain de psychothérapie relationnelle, qui est maintenant reconnu par des instances internationales au niveau de la certification. Par rapport à la peinture, je peins depuis 24 ans maintenant et je suis complètement autodidacte. Je peins essentiellement au couteau, beaucoup de matière, beaucoup de couleurs. Mais dernièrement, depuis quelques années, j'ai vraiment beaucoup évolué et épuré les traits, les gestes et j'ai évolué vers le dessin. Et ça, c'était une nouvelle étape dans mes réalisations artistiques. J'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans, où j'ai gagné le premier prix de poésie à l'école primaire. On a, je pense, tous quelque chose à écrire et on a tous commencé à écrire. Et donc, il y a 5 ans, j'ai déjà sorti un premier roman qui s'appelle Un amour fractal. Et puis maintenant, mon deuxième roman, L'étreinte des chenilles. Voici maintenant le secret des personnes qui arrivent à se réinventer. Elles sont imperméables au qu'en dira-t-on. Elles sont dans le lâcher-prise lorsqu'elles se fixent un objectif, mais ne sont aucunement touchées s'il est atteint ou pas. Elles pratiquent le principe de non-interférence sur le cours de la vie des autres. Elles apprennent à leurs enfants la coopération plutôt que la compétition. Elles n'ont pas le même regard que les gens ordinaires. Elles voient Dieu dans tout. Et n'oubliez jamais ça. Un jour en mer est plus beau qu'un jour sur terre. Que ce soit par rapport à mon premier roman ou à mon deuxième, je pense que s'il y a un point commun, c'est mon obsession du couple. Parce que par les temps qui courent, c'est pas évident. C'est vraiment un des grands projets de la vie, que ce soit le couple ou les différents couples par lesquels on passe. Et donc mon premier roman, Un amour fractal, je me suis consacrée à déconstruire cette image lisse et parfaite qu'on est censé renvoyer à la société par rapport à son propre couple et d'aller voir dans les coulisses ce qui s'y passe. Ce qui me motive tous les matins, c'est de pouvoir m'impliquer dans ma communauté et d'essayer de rajouter ma petite goutte d'eau à l'édifice. Et dans 10, 15 ans, 20 ans, ce qui me ferait vraiment du bien, c'est de me voir en véritable écrivain. Parce que pour moi, 2 romans, c'est pas encore ça. Je pense qu'on peut commencer à se prendre au sérieux en tant qu'écrivain à partir du 3e. Alors, je vous en donnerai des nouvelles. Alors, Rizlan, le 3e, il est en route. Oui, j'ai commencé l'écriture, effectivement. Oui, c'était important pour vous de démarrer le 3e dans la foulée parce que vous avez mis un petit peu de temps entre le 1er et le 2e. Bon, entre-temps, j'ai monté l'Institut de psychothérapie, donc ça a quand même mis 5 bonnes années. C'est important, c'est devenu un mouvement naturel chez moi, l'écriture. Après, qu'on puisse publier ça, qu'on ne se soit pas publiable, à voir. C'est pas l'objectif. Mon objectif, c'est d'écrire. Je pense qu'on écrit ce qui nous insupporte. On écrit ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et on écrit pour ne pas crier. En tout cas, c'est mon cas. Alors, vous avez écrit un roman dans lequel vous avez imaginé la société marocaine dans 50 ans et où vous parlez de guerre de genre. C'est bien ça? Je fais vraiment la différence entre pouvoir et puissance. Et j'ai imaginé cette dystopie où dans 50 ans, les femmes auraient pris le pouvoir complètement et auraient complètement mis les hommes de côté. Et qu'est-ce que ça donne ? Et en fait, je dénonce ça. Ça ne va pas donner mieux que ce qui s'est passé et ce pourquoi on est encore en train de se battre, nous, en tant que femmes, pour nos droits. Ça donne des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et au lieu de travailler sa puissance intrinsèque, intérieure, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Donc les femmes ne valent pas mieux que
Que les hommes? Les femmes, dans un esprit de revanche et de reprise de pouvoir, ça vaut pas mieux. Je pense qu'il faut baisser les armes et voir ce qu'on peut faire ensemble. Si on n'a pas encore le résultat de ça aujourd'hui, au moins s'observer tranquillement, voir ce qu'on va pouvoir construire. Alors, vous finissez quand même un roman qui reste engagé avec des cacahuètes, avec ce mot-là, des cacahuètes. Pourquoi? Bon, alors c'est un engagement aussi, puisque on est écrivain, mais je suis aussi la femme ou la mère ou la copine, et c'est un engagement parce que ma fille, quand je l'écrivais, j'étais bloquée au milieu du roman, au milieu de l'écriture. Elle m'a dit « Écoute maman », elle avait 12 ans à l'époque, elle m'a dit « Écoute ». Imagine qu'il est déjà terminé et par exemple, ça termine par le mot cacahuète. Donc voilà, elle m'a lancé un espèce d'objectif final et ça m'a réouvert la voie de l'écriture. C'était magnifique. Eh ben, en tout cas, donc, je lui ai promis de finir par le mot cacahuète. De lui rendre hommage aussi. Ça. Alors, comment vous choisissez vos personnages, leurs prénoms surtout? Alors, ce sont des personnages hauts en couleur, on peut le dire, puisqu'ils ont des noms et des prénoms de couleur, comme Phtalo, Mademoiselle Phtalo turquoise, Monsieur gris anthracite, Madame rouge magenta. Je crois que ça rejoint un peu mon univers, qui je suis, la peinture, je suis assez dans la couleur. Et je trouvais ça décalé, puisque de toute façon, c'est une utopie ou une dystopie par rapport à ce que je veux faire, ce que je prévois pour la société si on continue sur cette tendance-là. Et je me suis dit, pourquoi pas allier le tout. Je suis pour éviter que les différentes cases de ma vie soient étanches. Et qu'elle puisse justement devenir perméable. Et c'est cette fluidité dans la communication de toutes nos facettes en tant qu'être humain, c'est ça qui fait la richesse de quelqu'un, au lieu de se définir et d'étiqueter des cases. Je trouve ça réducteur. Mais est-ce que ça ne l'inscrit pas encore plus dans une utopie parce que, justement, on ne peut pas s'identifier à ces noms, à ces prénoms? Bon, je pense qu'on le fait facilement. On finit par comprendre que c'est un nom-prénom. Phtalo, turquoise, voilà. Aujourd'hui, c'était important pour moi puisque je pars du réel. J'écris à partir du réel, mais j'y mets du surréalisme. Mon auteur préféré, c'est quand même Boris Vian. Donc, j'ai besoin d'y mettre du surréalisme pour alléger les choses. Alors, c'est quand même un livre qui est écrit à travers plusieurs voies et non pas un roman linéaire. Pourquoi ? Justement, puisque je prône l'équité, au-delà d'une égalité de genre, mais vraiment l'équité. Et je me suis dit, au lieu d'y aller linéaire, je vais y aller en étoile. Et chacun va arriver et porter sa petite pierre à l'édifice pour pouvoir être dans une équité, que chacun ait autant de place, hommes et femmes, peu importe les profils de ces personnages-là, leur caractère, leurs objectifs, et pour arriver à la fin, jusqu'à l'aboutissement. Alors, la femme que vous êtes, vous l'avez dit, vous êtes épouse, vous êtes mère, vous êtes copine, amie, vous êtes une professionnelle, vous êtes une romancière, vous êtes une artiste plasticienne. Vous faites comment? En fait, j'arrive à fédérer tout ça en étant une citoyenne. Et ça, c'est important pour moi, de m'impliquer dans mon pays. Et je suis une femme comme j'aurais pu être un homme. Mais ce qui compte, c'est d'être concerné par ce qui nous entoure. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire semblant que tout ça n'existe pas. C'est complètement dingue. Enfin, ça serait vraiment de la folie. Quand vous dites tout ça, c'est les relations, les inégalités hommes-femmes. Voilà. Non, je parle aussi des inégalités sociales, de cette souffrance psychique, de l'environnement socio-culturel dans lequel on baigne en ce moment au Maroc. Je ressens quand même une certaine morosité. Mais bon, pour moi, tout est prétexte à mieux rebondir. Voilà. Si on est un petit peu dans le creux de la vague en ce moment, pourquoi pas taper du pied au fond de la piscine pour pouvoir mieux remonter. C'est un livre thérapeutique ou un livre thérapie? C'est une thérapie, je ne sais pas, vraiment, je n'ai pas vraiment... l'écriture s'impose à moi et je pense que c'est le livre qui nous choisit en tant qu'écrivain. Et jusqu'au moment où, du coup, nous, on ne veut plus de lui. C'est comme un invité qu'on a dans le salon. On sait que c'est terminé. L'écriture est terminée quand on lui dit « bon, merci, à la prochaine ». Toute écriture est thérapeutique ou pas. Enfin, voilà. Je ne veux pas mettre d'étiquette là-dessus. On se retrouve pour le 3e prochainement? Allez, dans 2 ans quand même. Il faut bien 2 ans pour finir un truc. Mouna Sbahi, vous en pensez quoi de
du parcours de Rizlen, de cet amour de l'écriture. Et d'ailleurs, le titre, on a trouvé ensemble, Écrire pour vivre. Vivre, c'est écrire. Oui. Elle est inspirante. C'est notre Et femme. vraiment, j'ai très envie de lire ce livre qui titille l'esprit sur cette rivalité des fois qui crée assez de confusion entre les genres, alors qu'on doit être, et je dis bien on doit être, dans la complémentarité, la collaboration et la création ensemble. Vous parlez aussi d'objectifs dans le reportage. Vous parlez aussi de l'importance d'avoir un objectif. De pouvoir donner un sens à sa vie. On ne peut pas juste comme ça se laisser porter par soit un formatage d'exigences sociales ou éducatives ou religieuses, soit être trop centré sur son petit besoin, son nombril. Je pense qu'il faut, à un certain moment, on a l'âge et la responsabilité de reprendre les choses en main et de se redonner du sens. Amine Bititi, un petit mot. Oui, beaucoup L'avoine, d'admiration. il n'y avait rien à dire. Ah non, là, Mais là, il y a beaucoup de choses là, à il y a dire. beaucoup de choses à dire. Non, très, très admiratif, beaucoup d'étiquettes, beaucoup de casquettes, je veux dire. Et engagé, c'est un mot qu'on devrait tous utiliser au quotidien, être engagé comme citoyen, être engagé dans notre profession. Et puis madame, elle a beaucoup de facettes, puis magnifiques facettes. Très admiratif de votre parcours, madame. Pour les enfants, vous transmettez ça comment? Pour la transmission par rapport aux enfants, il faut arrêter de dire et il faut être. Et je pense que les enfants sont beaucoup dans l'absorption de ce qu'ils voient et de ce qu'ils ressentent. Et en tant que parents, si on est aligné et on se réalise en tant que parents, ils vont finir par se réaliser en tant qu'enfants dans cette autonomie affective et psychique. Être dans la relation affective, ça ne veut pas dire envoyer des ordres, on n'est pas à l'armée. Et c'est surtout incarner ce qu'on est en train de leur demander d'être. Donc ça se fait naturellement après. Alors, on y va pour les questions de téléspectateurs. Nous avons une dame, Naïma, qui vous dit: comment alliez-vous votre vie professionnelle de psychothérapeute, votre passion pour l'écriture et votre vie personnelle? C'est un gros travail que j'ai dû faire toutes ces années sur la culpabilité. Oui. Voilà. Ça parle à beaucoup de personnes, à beaucoup de mamans, je pense c'est aussi. Ça. Pour être une maman viable, et même c'est l'intérêt des enfants et de l'entourage et du conjoint, je pense qu'il faut prendre du temps pour soi, pour mieux se ressourcer, se réaliser et avoir des choses à donner. Sinon, on est tout le temps dans le pompage énergétique et ce n'est pas beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça commence par ça. Il ne faut pas culpabiliser, il faut se donner du temps pour soi, il faut se laisser le droit de réussir, de faire d'autres choses. Oui, s'autoriser à se réaliser parce qu'on mérite. Et une fois qu'on s'est réalisé, on est mieux apte à donner à l'entourage. À l'entourage et par conséquent... Et expliquer tout ça à l'entourage, puisque effectivement, j'ai la chance aujourd'hui d'être arrivée à ce résultat-là. Ils comprennent, ils savent que quand j'écris, ils lâchent. On ne dérange pas maman. Ben, ça y est, ils savent, c'est sacré. Tout comme eux, je respecte un certain espace, que ce soit pour les enfants, le conjoint, voilà. Il faut... Absolument. Alors, une autre question, est-ce difficile d'être une écrivaine au Maroc? S'il y a un mot à garder, c'est oser. Et ce n'est pas juste oser pour venir choquer et frapper comme ça dans la masse, mais c'est oser être soi-même. Et ça passe effectivement par un travail sur soi. Bon, quand on est psychothérapeute, on a d'abord fait le travail sur soi avant de pouvoir accompagner les autres. Bon, ce n'est pas plus difficile. Vraiment, je n'ai pas rencontré particulièrement de difficultés, que ce soit au Canada ou au Maroc. Ce qui est difficile, c'est de tenir le marathon de l'écriture avec soi-même parce qu'on s'épuise facilement, on est beaucoup dans le doute. Il faut tenir le coup jusqu'à retrouver une certaine confiance pour continuer à redéployer l'écriture. Eh bien là, vous entamez une tournée pour présenter votre livre. Ça commence à travers les instituts étrangers, les instituts français du Maroc. Donc j'ai la chance d'aller faire une grande tournée à travers les diverses villes du Maroc. Et c'est important pour moi de partager
ce que j'ai écrit, et pas seulement entre Casablanca et Rabat, c'est important. C'est un livre vraiment qui s'adresse à tous les citoyens marocains. On devrait tous être concernés par le sujet. Merci beaucoup, Rizlan Shraibi, d'avoir été avec nous et d'avoir joué le jeu de la femme inspirante de la semaine. Merci. Merci à vous. Alors, nous, on reste ensemble, on continue l'émission. On va parler santé, on va parler d'un sujet qui n'est pas du tout agréable. On va parler d'endométriose. À tout de suite. Docteur Bititi, merci beaucoup d'être là. Vous êtes un spécialiste de la question et les spécialistes de par le monde sont quand même rares parce que c'est une maladie qui est très très peu connue, l'endométriose. Vous êtes gynécologue spécialiste en infertilité et en endométriose. D'abord, qu'est-ce que c'est cette maladie? On regarde une explication et on revient tout de suite. Normalement, chez toutes les femmes en période d'activité génitale, il y a une muqueuse qui tapisse l'utérus, l'intérieur de la cavité, et cette muqueuse, elle réagit avec les hormones. L'endométriose, c'est une prolifération de la muqueuse utérine dans des endroits anormaux. Le premier signe de l'endométriose, c'est la douleur, qui peut aller jusqu'à un petit arrêt de travail ou une douleur calmée par des antalgiques, jusqu'à une douleur handicapante. Alors le diagnostic se fait déjà cliniquement, déjà par l'interrogatoire quand la femme décrit qu'elle a mal les 3-4 premiers jours. Quand elle vient en période des règles, bien sûr, on voit parfois, rare, mais on voit parfois des localisations bleutées, que ce soit au niveau de la cicatrice d'épisiotomie, au niveau de la cicatrice césarienne, parfois au niveau du col. L'échographie complète aussi, parce qu'on voit des images typiquement endométriosiques. Déjà, ça nous donne une idée. Et bien sûr, le diagnostic se fait par la célioscopie quand c'est un bilan d'infertilité. Si j'ai un conseil à donner à ces femmes à qui on découvre une endométriose, c'est de faire des enfants jeunes. Alors, il y a cette recommandation, vous en pensez quoi, docteur Bititi? Est-ce qu'on peut jouer avec ce désir de grossesse? Oui, il faudrait avoir des enfants jeunes, mais encore faudrait-il avoir un partenaire dans ce cas-là. L'endométriose, comme je rappelle, comme ce qu'elle a dit ma collègue, est une maladie inflammatoire de la cavité abdominale qui est multifocale. Il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Et dorénavant, c'est plus une approche personnalisée qu'on a vis-à-vis de cette maladie. Elle est de plus en plus médiatisée, parce qu'il y a des associations, EndoFrance, EndoMind, et puis il y a une journée de l'endométriose mondiale. Il y a des artistes aussi, comme la chanteuse Imani qui... Il y a des artistes engagés, et puis on est de plus en plus, il y a des centres experts qui se créent de plus en plus dans chaque ville et dans chaque pays. Exact. Mais on limite quand même l'endométriose à la période des menstruations et à l'utérus, alors que ces cellules de l'endométriose peuvent toucher, enfin l'endométriose peut toucher d'autres organes. Elle peut toucher le côlon, elle peut toucher le foie, elle peut toucher les reins, elle peut toucher beaucoup d'autres organes. Oui, d'où le mot multifocal. Donc elle a plusieurs rapports cliniques, c'est-à-dire elle peut être douloureuse, infertile ou asymptomatique, et elle peut être dans l'utérus, au niveau des ovaires, en donnant des kystes endométriosiques, sur le tube digestif, ça s'appelle l'endométriose profonde, et sur les uretères, en donnant des atteintes rénales. Donc effectivement, c'est une maladie handicapante qui commence dans 80% pendant la puberté et qui est évolutive. Ces patientes qui commencent par une endométriose superficielle, c'est simple, il y a 3 types. Superficielle, c'est-à-dire des petites taches dans le ventre. Profonde, c'est des taches qui envahissent les organes, la musculeuse des organes. Et puis ovarienne, qui est facile à diagnostiquer. Nous, gynécologues, on peut voir que l'endométriose ovarienne. Les référents en imagerie de l'endométriose, c'est-à-dire les radiologues spécialistes, nous montrent l'endométriose profonde. La superficielle, ça reste la célioscopie, le diagnostic. Mais le diagnostic essentiel, c'est l'interrogatoire. Plus besoin d'aller opérer une dame pour savoir qu'elle est endométriosique. Alors, l'interrogatoire, très important, c'est là où on sait si la dame a des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports, des douleurs à la défécation, des douleurs en dehors des règles. Donc, si on a un interrogatoire ciblé, on a déjà une idée si cette patiente a de l'endométriose ou pas. On complète cet examen clinique par une échographie. L'échographie faite par les gynécologues, comme je le rappelle, n'est pas très contributive, mais il faut des centres spécialisés en imagerie radiologique pour confirmer ou pas cette maladie. Donc en 2018, plus besoin de la célioscopie pour confirmer ce diagnostic-là. Mais en même temps, le quotidien avec l'endométriose, ça veut dire quoi? C'est pas uniquement avoir mal, très mal pendant la période des règles,
Parce que souvent, on associe endométriose à menstruation, douleur insupportable. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Le quotidien avec l'endométriose, ça peut être plusieurs allers-retours vers les urgences pour gérer une douleur très importante. Oui. Alors, cette douleur très importante, juste pour rappel, l'endométriose, il n'y a pas de corrélation entre le degré d'invasion et le degré de sévérité de cette maladie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a de l'endométriose profonde qu'on a plus mal. On peut avoir juste de l'endométriose superficielle. À 18-19 ans, ça commence comme ça, et avoir très très mal. Donc, ces allers-retours aux urgences, comme vous dites, il faut vraiment chercher s'il n'y a pas d'endométriose profonde et aller faire une cœlioscopie. Pour diagnostiquer ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'opérer une seule fois l'endométriose. Pour enlever les cellules. Pour enlever les cellules malades. C'est des interventions qui sont lourdes quand il s'agit d'endométriose profonde. Donc, il faut choisir le bon moment pour y aller. Et bien informer la patiente de ce qu'on va faire aussi. Faire une intervention pour lui dire, écoute, vous avez l'endométriose profonde, puis on se retire. C'est pas le but. L'idée, c'est quoi? C'est d'enlever ces cellules, par exemple, juste avant un désir de grossesse, pour libérer, parce que l'endométriose fait partie des causes principales d'infertilité. Oui. Et donc, quand une jeune femme est diagnostiquée avec une endométriose, et donc c'est ce qui bloque une grossesse, qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? On traite la cavité utérine, on enlève ces cellules malades, oui. Et on demande à la patiente, justement, à ce moment-là, dans la foulée, d'entamer... Ok, alors la prise en charge, comme j'ai dit, elle était personnalisée. Alors, soit la dame, elle est en couple et en désir de grossesse. À ce moment-là, elle vient consulter son gynécologue. Elle lui dit, écoutez, moi, j'essaie de concevoir depuis 1 an. Ça ne vient pas. Le gynécologue se doit de faire un interrogatoire ciblé concernant la douleur et tout, hein, si la fréquence des rapports sexuels, est-ce qu'ils habitent ensemble ou pas, tout l'interrogatoire qu'on a l'habitude de faire. S'il pense qu'il y a de l'endométriose et c'est une infertilité de courte durée, il fait un bilan d'infertilité. Si on a une bonne réserve ovarienne, on n'a aucun kyste endométriosique, on peut dire à cette patiente, on va faire une cœlioscopie parce qu'on pense que vous avez de l'endométriose, on va enlever les cellules ou l'endométriose, on va essayer de libérer les adhérences qu'il y a, parce que c'est une maladie inflammatoire qui crée des adhérences, et on va vous laisser 1 an pour tomber enceinte. La chirurgie améliore les chances de fertilité, de concevoir à la maison, ce qui est encore mieux que de l'assistance médicale à la procréation, passer par la fécondation in vitro. Si cette dame, elle vient te consulter parce que ça fait 3-4 ans ou 5 ans qu'elle essaye et que ça ne vient pas, et après l'interrogatoire, on pense qu'elle a de l'endométriose. À ce moment-là, la chirurgie n'a pas sa place, parce que lui dire, on va faire de la chirurgie, puis après, on va attendre 1 an, la dame, elle a 35 ans, elle commence à essayer depuis 30 ans. Sa réserve ovarienne, elle baisse avec le temps. Donc à ce moment-là, il faut lui proposer de l'assistance médicale à la procréation, de la fécondation in vitro, pour laquelle ça marche très très bien l'endométriose. Alors, être malade d'endométriose, au-delà des problèmes d'infertilité, est-ce que c'est handicapant au quotidien? Est-ce que ça peut empêcher une jeune femme d'aller en cours? Oui. Est-ce que ça peut empêcher une jeune femme d'aller travailler, d'aller travailler? J'en reçois beaucoup. Au fait, c'est une maladie très handicapante quand elle est là, effectivement. En général, on fait un test thérapeutique par une pilule contraceptive pendant 3 mois sans arrêt pour bloquer l'ovulation, bloquer les règles. Et puis, si ça ne marche pas, à ce moment-là, on propose un autre traitement qui est soit la cœlioscopie, soit autre chose. Mais il y a des antalgiques qui marchent bien, il y a la pilule qui marche bien, mais effectivement, ça peut être une maladie très, très handicapante pour les femmes. C'est une maladie handicapante et en même temps intime. Comment vos patientes, qu'est-ce qu'elles vous rapportent? Comment elles en parlent à leur entourage? C'est intime et en même temps, c'est vrai que dans les mœurs, la patiente qui a mal pendant les règles, c'est un peu normal. Mais c'est pas normal d'avoir mal 5 jours. C'est normal d'avoir mal 1 ou 2 jours. Mais sentir son ovulation, avoir mal pendant 5-6 jours, c'est pas normal. Donc du coup, c'est pas évident. Elles sont peu entendues, mais elles consultent de plus en plus. Elles se documentent de plus en plus. Les réseaux sociaux jouent le jeu aussi dans ce contexte-là. Donc, elles en ont un peu moins peur d'en parler. Oui, maintenant, moi, j'en vois de plus en plus. Mais c'est une maladie, justement, qui se manifeste de différentes manières. Et pourtant, on ne la connaît pas depuis longtemps. Elle a toujours existé, quand même. Elle a toujours existé. On pensait qu'elle existait surtout chez les patientes occidentales, mais elle existe chez nous, chez les patientes africaines aussi. C'est juste qu'on ne menait pas un interrogatoire ciblé concernant la douleur. Les gens, ils en parlaient de moins en moins. Elle s'arrête à la ménopause, oui. À ce moment-là, il n'y a plus les ovaires, ils ne fonctionnent plus. Donc, c'est une maladie œstrogénodépendante. C'est les ovaires qui libèrent les hormones pour que ça continue d'évoluer.
il y a, comme je vous ai dit, l'endométriose, on peut l'opérer, mais si on a de l'endométriose utérine, ça s'appelle l'adénomiose, qui est notre combat actuellement, ça marche un peu moins bien la chirurgie et ça marche un peu moins bien la fécondation in vitro chez ces patientes-là. Donc les patientes qui viennent avec de l'endométriose, ce qui est d'actualité, quand elle est jeune et on a des kystes endométriosiques qu'il ne faut surtout pas opérer, on fait de la préservation de la fertilité. C'est-à-dire, on fait limite de la fécondation in vitro, on stimule, on récupère les ovules. Enfin, c'est ce qui est d'actualité, c'est ce qu'on fait maintenant en France. Ils gardent les Au Maroc ovocytes. aussi, notamment, c'est ce que vous proposez à vos patientes, docteur? Pour l'instant, la loi n'autorise pas de faire de la préservation de la fertilité sociétale, parce qu'il n'y a pas de danger médical chez ces patientes-là, ça reste de la fertilité. Donc la loi ne l'autorise pas au Maroc, de faire de la préservation de la fertilité. Peut-être qu'un jour, ça le sera. Ok, on y va pour les questions des téléspectatrices. On a une jeune femme, Amina, qui dit: existe-t-il des associations qui peuvent aider les femmes atteintes d'endométriose dans leur quotidien? Malheureusement, il y en a en France, oui. Au Maroc, on a, avec la présidente d'une association française, on a créé une association ici, mais qui n'est pas fonctionnelle. Hein. Elle se documente par elle-même et puis elle consulte le gynécologue un peu. Il y a des référents dans chaque ville, des gens qui sont un peu connus sur la place, qui publient, qui communiquent dans des congrès, qui sont connus et qui connaissent cette maladie-là pour aider les patientes dans leur quotidien. Les psychologues, c'est très très important. Psychothérapeutes nous aident aussi dans notre approche. Est-ce que vous pensez qu'une sensibilisation et de l'information dans les collèges, les lycées auprès des jeunes filles serait important aussi pour vulgariser cette maladie, la faire connaître? Tout moyen de faire connaître la maladie, de sensibiliser les patientes ou les futures patientes pour consulter est le bienvenu. Bien sûr qu'il faut mener des campagnes de sensibilisation. C'est ça, ça manque beaucoup. Oui. Une autre question, Fadela, 30 ans, qui nous dit: mon endométriose peut-elle se transmettre à ma fille? Alors, il y a une composante génétique, effectivement. Donc, il y a des facteurs de risque quand on a la maman ou la sœur qui a de l'endométriose. On a un peu plus de risque d'avoir de l'endométriose dans la famille. Il y a une composante génétique, environnementale. Effectivement, on en parle plus. Il y en a de plus en plus. Je pense parce qu'on en parle un peu plus. Mais il y a une composante génétique comme pour toutes les maladies. On peut tomber enceinte facilement malgré une endométriose? Oui. C'est possible? Oui. Il y a de l'endométriose asymptomatique. Moi, j'ai des patientes qui ont de l'endométriose profonde. Quand on met un spéculum, on regarde l'endométriose floride. Et puis la dame, elle est asymptomatique, elle a pas mal. Il faut juste se rappeler que c'est la douleur, l'infertilité ou asymptomatique. Et la patiente qui a de l'endométriose, elle peut parfaitement tomber enceinte, oui. Et ne pas avoir mal. Et la douleur ne se déclare jamais. Et la douleur ne se déclare jamais. On fait une échographie, on tombe sur un kyste endométriosique. Il ne faut pas forcément l'opérer. Il faut la surveiller, cette patiente. Et puis, quand on a de l'endométriose jeune à l'adolescence, ces patientes-là, il ne faut pas les mettre sous pilule et leur dire merci, au revoir, on se revoit quand vous allez vouloir tomber enceinte. Ces patientes, il faut les suivre, il faut les revoir tous les 6 mois, tous les ans, et faire une radiologie quand les personnes ont les moyens d'aller voir un radiologue spécialisé pour faire une IRM ou une échographie beaucoup plus pertinente qu'un gynécologue. Il faut le faire. Mouna, vous connaissez cette maladie ? Oui, j'en ai entendu parler sur Internet depuis peu, comme étant la seule raison pour des douleurs de menstruation très aiguës. Mais là, avec Dr Bizetti, je comprends bien des choses. Merci. Rizlan, en tant que psychothérapeute, vous avez eu à accompagner des femmes souffrant d'endométriose? Tout à fait. Moi, je prône vraiment une approche psychosomatique et globale en collaboration avec le médecin gynécologue. Et ça aide énormément d'avoir un accompagnement psychothérapeutique en parallèle. Mais alors, les femmes à qui vous avez diagnostiqué, par exemple, une endométriose alors qu'elles étaient asymptomatiques, est-ce qu'elles peuvent somatiser la douleur ensuite, se connaissant malades, atteintes d'endométriose? Non. Après, on les voit, on essaye de les rassurer, leur dire que c'est une maladie qui est connue, on sait la gérer. Le jour où elle voudra tomber enceinte, elle revient nous voir. Si elle n'a pas si elle n'a pas de symptômes, si elle a pu avoir des enfants, si elle n'a pas mal, mais si un jour le diagnostic tombe, vous savez, madame, vous avez un kyste... Oui, somatiser, c'est un mot, on met un peu tout, mais on les rassure. C'est rare, c'est la configuration la plus rare, mais on essaye de les rassurer, leur dire que c'est une maladie qui est là et que elle ne va pas forcément se manifester, elle ne fait pas parler d'elle. Vous avez le versant non douloureux de cette maladie, et tant mieux pour vous. Et puis, Mais si, par exemple,
Alors, quand la maladie se déclare, est-ce qu'elle se déclare forcément à l'adolescence ou bien elle peut se déclarer à n'importe quel âge? Dans 80% pendant l'adolescence et 20% plus tard. Ok, parfait. Merci beaucoup, Dr Amine Bititi, Plaisir médecin partagé. gynécologue. Vous êtes expert en infertilité et en endométriose. Mona Sbahi, coach consultante RH, spécialiste en team building. C'était notre sujet avec vous. Comment maximiser le potentiel des team building en entreprise. Et puis notre femme inspirante de cette semaine, Rizlan Charaibi, psychothérapeute, artiste plasticienne et puis auteur du deuxième roman, L'étreinte des chenilles. Merci beaucoup, Rizlan, d'être venue nous rendre visite. C'est un plaisir d'être avec vous pendant cette heure sur Média TV. Non, on se dit tout. À très vite, on se dit à demain, même heure, même chaîne, bien sûr. Au revoir.